Cette vidéo en fait était diffusée sur une des parois de la cabine de réalité virtuelle qu'on a mis en place pour ce projet. Donc on est parti sur la modélisation du grand salon de la Bastide du Jas de Bouffan. Je vais vous expliquer après pourquoi on a fait ce choix. Et on a proposé en fait aux visiteurs une expérience immersive. On a travaillé avec une boîte qui fait du jeu et qui voulait essayer en fait à la culture. Donc on a permis en fait aux visiteurs de réaliser à travers une petite reconstitution. Donc ils ont refait un tableau de Cézanne. Et la résultante de la réalisation du tableau a donné en fait la possibilité aux visiteurs de contempler le grand salon à l'époque de Cézanne. Donc on replongeait au moment où la famille Cézanne habitait la Bastide et on pouvait contempler l'ensemble des œuvres que Cézanne avait peintes directement sur les murs. Donc on a baptisé cette expérience dans la peau de Cézanne au Jas de Bouffan. Donc on a profité d'une exposition qu'on a réalisée en fait du 20 octobre au 1er avril au musée Granet sur Cézanne, qui s'appelle Cézanne Atome, parce qu'on est parti sur plusieurs faits. Alors il y en a deux, mais en fait il y en a trois. C'est trois faits marquants. Le premier, c'est qu'en fait, en 2014, on a travaillé avec la Fondation Perlman et on a proposé une exposition avec cette fondation. Et on a eu de très très bonnes relations avec ces gens. Et du coup, on s'est vu l'opportunité d'avoir en prêt pendant un an une des toiles de Cézanne qui leur appartient, qui est la vue vers la route du Tolonais près de Château-Nord, qui a été faite par Cézanne en 1904. On a un deuxième événement, c'est qu'en 2016, on a proposé une expo d'été autour de Charles Camoin. Pareil, on a eu une très très grosse complicité avec les descendants de la famille. Et du coup, ils ont fait une donation au musée de 6 lettres que Paul Cézanne avait écrites à Camoin. Et donc on a fait donc on récupérait ces lettres. Et puis un fait important pour Aix, c'est que Aix, donc c'est la ville de Cézanne, et il y a plusieurs sites cézanniens. Donc il y a la Bastide du Jas de Bouffan, il y a l'atelier Cézanne, et il y a les carrières de Bibémus. Et en fait, la Bastide du Jas de Bouffan pouvait se visiter. Je dis pouvait parce qu'en fait, elle est fermée en ce moment pour quasiment 2 ans de travaux, parce qu'elle était dans un état pitoyable. Et on profitait également de cette expo pour permettre aux visiteurs, même si la Bastide était fermée, de pouvoir la visiter. Donc la Bastide, elle est comme ça. Alors là, c'est une belle photo, mais en réalité, elle est plus dans cet état-là, malheureusement. Donc la volonté, comme je vous disais, c'était vraiment de montrer la Bastide pendant la période de fermeture. Et du coup, on a réfléchi à comment le mettre en œuvre, et on a utilisé donc la technique de réalité virtuelle pour ça. Donc on a réfléchi à plusieurs scénarios. En fait, on avait rencontré la société Wanadev avec qui on a bossé sur ce projet-là, c'est des rencontres, etc. On avait dit, tiens, oui, il faudra réfléchir à quelque chose. Et puis, on a pensé justement à eux pour ce scénario-là. Donc, on est sur 2 étapes. C'est ce que vous avez vu dans la première vidéo. C'est qu'au départ, on est dans la Bastide, donc qui a été modélisée dans l'état actuel. Donc les murs étaient vraiment de cette couleur. Je vous parlais tout à l'heure d'un état assez détérioré. Donc c'est le cas. Les plafonds, tout est en très mauvais état. Donc on permet aux visiteurs d'atterrir dans la Bastide du Jas. Comme c'est une société qui fait du jeu, on a réfléchi et on a proposé en fait de reconstituer le baigneur au rocher, qui maintenant est en 3 fragments et qui est un peu réparti dans le monde. Donc le visiteur pouvait, avec une perche virtuelle, replacer les 3 fragments
sur le tableau qui est sur la gauche du mur. Et puis donc le résultat, c'est qu'on arrivait en fait à visualiser, voilà, c'est là, à visualiser en fait l'ensemble des peintures réalisées par Cézanne au moment de sa jeunesse sur toute la pièce. On a même installé des cartels virtuels où en s'approchant en fait, on pouvait voir, il y avait une map monde qui apparaissait et qui indiquait l'endroit actuel de la peinture. Du coup, on va parler un peu de ce projet. Donc au niveau du financement, je vous disais, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Wanadev qui faisait du jeu et on a réussi parce qu'ils voulaient s'essayer en fait à des projets culturels, à développer un mécénat avec eux pour ce projet. Et puis ensuite, nous, au musée, on a pu financer l'autre partie de ce projet avec les fonds qui sont consacrés aux expositions. Et j'ai envie de dire, c'est devenu un rituel chez nous, c'est-à-dire que dans une exposition, il y a obligatoirement au moins un petit dispositif innovant. Bon, enfin là, c'est pas un petit, c'est un gros, mais il y a toujours une notion de dispositif innovant dans nos collections, dans nos expositions, pardon. Du coup, ça a été quand même un succès, ce projet, parce que on a réussi... bon, déjà, Cézanne, ça attire beaucoup de monde. Vous pourriez mettre les sous-vêtements de Cézanne que les gens viennent voir. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Donc sur 4 mois d'expo, on a fait 45 000 personnes qui sont venues visiter. Sur ces 45 000 personnes, on a pu recenser à peu près 18% de visiteurs sur le dispositif. Alors, c'est 18% de visiteurs qui ont franchi le cap de rentrer dans la cabine de réalité virtuelle. Parce que du coup, on a... enfin, j'y reviendrai après, pas tout le monde a la capacité, entre guillemets, de pouvoir utiliser ce type de dispositif. Et puis c'est un projet qui nous plaît bien parce qu'en fait on va pouvoir le réutiliser après, donc comme ça va être le cas pour des manifestations ponctuelles, type nuit des musées, etc. Comme il y a un contexte cézannien à Aix-en-Provence, on n'a aucune difficulté à ressortir le dispositif et dire venez essayer. Et y compris, je pense, le jour où la Bastide va réouvrir, on pourra de nouveau le proposer. Donc les réflexions autour de ce projet, le premier qu'on a eu, c'est qu'on se dit qu'il faudra certainement faire des projets identiques parce que c'est vraiment l'immersion, elle est vraiment intéressante et ça, c'est assez extraordinaire à vivre. Pour la petite histoire, moi quand j'ai bossé sur le projet, on l'a monté en très peu de temps puisqu'on a pris une décision au mois de juillet, on a commencé à faire la modélisation au mois d'août. Et l'expo était en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et c'est bluffant parce que quand je testais, moi, dans les locaux de la boîte, les différentes étapes de l'expérience, je vous jure, j'étais dans Matrix, quoi, parce que j'étais à la fois dans le bureau, j'avais le masque Oculus, donc avec un environnement Oculus, il me projetait dans la Bastille, je disais non mais là, il faut faire un truc, je revenais dans Oculus, au bout d'un moment, je dis bon les gars, j'ai besoin d'un quart d'heure parce que je ne sais plus où je suis. C'est vraiment immersif, quoi. Donc ça, c'est la première réflexion. Donc on va proposer, on va réfléchir à d'autres dispositifs immersifs. Après, on a dû aussi s'adapter avec des versions évolutives. Je vous parlais tout à l'heure de prédisposition ou de capacité à utiliser ce type d'expérience. C'est qu'on avait au départ un tutoriel pour familiariser le visiteur avec le dispositif. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui n'allaient pas au-delà du tutoriel et qui raccrochaient le casque en disant ah, c'est super bien, mais en fait ils étaient dans un truc blanc, il fallait juste appuyer sur un bouton, donc c'était ridicule. Donc on a mis, ils n'arrivent pas non plus à attraper la perche qui leur permettrait de faire l'expérience, donc ça aussi, il a fallu mettre une borne avec de quoi sortir, un genre de bouton rouge là, pour sortir, mais même ça, ils n'y arrivaient pas. Et la troisième évolution, il a fallu faire une combinaison de touches sur les manettes pour pouvoir les envoyer directement dans l'expérience et la Bastide. Et puis après, une réflexion aussi au niveau du coût, parce que c'est un dispositif qui a coûté un peu d'argent, parce qu'il était vraiment il est vraiment de très bonne qualité.
Donc ça, c'est aussi à réfléchir. Et du coup, pour nos prochains projets, les réflexions, c'est bon, effectivement un projet moins coûteux pour pouvoir le renouveler régulièrement. Parce qu'en fait, quand moi je débarquais dans le bureau des financiers là, avec mes devis et qui s'évanouissaient, donc il faut vraiment réfléchir à quelque chose de moins coûteux et pour proposer des choses différentes à chaque fois. Trouver du mécénat et du partenariat, ça c'est super important parce que ça va diminuer la facture. Et puis se diversifier au niveau des dispositifs du musée, ça va avec le premier point. Nous, on raisonne en termes de projet numérique, on raisonne en termes d'espace. On est parfait. Moi, je pars du principe où on a 5 espaces au musée Granet. Si on prend le premier dimanche du mois, on va à chaque fois, on va dire le premier mois, je fais le niveau 1, le deuxième mois, le niveau 2, etc. etc. Quand j'arrive au niveau 5 et que le mois d'après vient le mois 6, je vais retomber sur quelque chose que j'ai déjà vu. Et à titre perso, moi, je trouve ça assez frustrant de passer devant quelque chose et dire « Ah non, ça j'ai déjà fait, c'est bon, voilà ». Donc, on a cette réflexion-là, et notamment sur les dispositifs numériques qu'on mettra en place pour le redéploiement des collections permanentes. On va raisonner avec du matériel qui sera en place, mais on va le gérer avec des thèmes et des ateliers différents, mais en utilisant le même type de matériel pour justement essayer de réduire les coûts. Voilà. Merci. Alors pour faire la transition, justement, j'étais au Centre Bellegarde il y a 10 jours. Il y a peut-être certains d'entre vous, les Toulousains, y étaient aussi allés sur le festival Symbilium qui était consacré à la VR, qui était extrêmement intéressant. Bon, il y avait une partie exposition et à un moment, il y a eu un workshop avec Michel Rélac qui est absolument passionnant, ancien président de Arte. Et donc, en parlant de coûts, justement, bon, tout le monde, je pense, est d'accord sur le fait que c'est un modèle économique aujourd'hui qui n'est pas encore établi. C'est très coûteux, c'est très compliqué de trouver des partenariats. Il semblerait aussi que les prochains... Oups, j'ai un montage de son. Prochains projets sont plutôt orientés sur le sport, l'immobilier, la mode. Voilà, et donc au niveau culturel, il y a cette problématique, comment trouver sa place. Il y a aussi la question aujourd'hui, c'est que peu de personnes sont équipées à la maison. Et donc, en expo, il y a aussi la problématique qu'on est relié à un fil. Bon, pour certains, maintenant, ça ne l'est plus, mais c'est du matériel difficile à manipuler, etc. Donc, il nous disait, voilà, la VR, elle attend d'avoir son modèle économique, elle va se démocratiser, certainement via les réseaux sociaux et, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, via Facebook, avec son espace Spaces. Voilà, il disait les plus optimistes pensent que dans 4 ou 5 ans, retenez ça, on aura tous nos lunettes en réalité augmentée, virtuelle, et puis on sera toute la journée en train de faire plip-plip, et puis finalement, voilà. Donc, est-ce que ça sera le cas ou pas? Est-ce qu'on doit se préparer à ça? Voilà, c'est tous les questionnements. Je prends peut-être une seule question, parce que j'aimerais après laisser quand même la parole à Jacques Mérite. Oui. Merci. Juste une seule, alors. J'en avais 2. J'hésitais entre justement poursuivre sur le modèle économique. En fait, je me demandais pourquoi ne pas l'avoir mis en ligne, en fait. Pourquoi ce choix que les visiteurs viennent vivre l'expérience au musée, de ne pas avoir poursuivi en ligne après? Parce que, pour en avoir discuté en interne, c'est pas moi, quand je suis arrivé, je suis pas issu d'un monde culturel, je viens de l'informatique. Et quand je suis arrivé, moi, en disant, quand on m'a proposé aussi de m'occuper des projets numériques, je suis tout de suite parti dans un truc, on va mettre des écrans, on va faire ceci, on va faire cela. Or, pour avoir fait quelques expériences à droite et à gauche, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça en réalité. Donc c'est pas le numérique qui va comment dire, c'est pas le musée qui va s'adapter au numérique, mais c'est le numérique qui va s'adapter au musée. Et la volonté qu'on a à Granet, c'est que le numérique, il doit pas
faire que les gens restent derrière un écran. On va les inviter à venir partager quelque chose et le numérique va être au cœur de ce partage sur les expériences qu'on met en place. Donc en fait, la volonté, c'est qu'on reste amusé, on invite les gens à venir voir quelque chose et le numérique, c'est un complément en fait de ce qu'on peut proposer. Par contre, on est sur une réflexion sur des dispositifs qui effectivement vont rester accessibles en ligne, etc. Type visite de réserve. Et encore là, je me pose la question de faire ça avec un casque. Mais un commentaire, on en parlait tout à l'heure à midi, un commentaire d'un restaurateur, parce que ça aussi, ça intéresse les gens. Pourquoi pas sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, avoir des trucs comme ça. Mais tout ce qui est lié à une exposition, on souhaite vraiment faire venir les gens chez nous. Et puis ça permet aussi de renouveler le public, parce qu'on a un public fidèle. Moi, j'ai des gamins qui sont pré-ados, et quand je leur explique qu'il faut aller au musée, voilà, ils préfèrent aller chez H&M. Donc c'est aussi ça, qu'on se dit, c'est qu'il faut vraiment arriver à faire venir tous les publics chez nous, puisque les scolaires, on y arrive, on a 12 000 scolaires à l'année, donc avec des classes, des petites classes, mais l'ado, lui, il reste difficile à gérer, quoi, pour ça.